Bonjour à toutes et tous. Je pense que nous allons pouvoir reprendre. Nous aimerions bien avoir notre diaporama projeté, si c'est possible. Allez, on est bon. Très bien. Voilà, ça y est, ça marche. Comme je n'étais pas là hier, j'étais prise pour un autre congrès à Paris. Je me présente rapidement, je suis Isabelle Régnier, je suis professeure de psychologie sociale à Aix-Marseille Université et vice-présidente de cette université à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Donc pour faire une bonne transition avec la présentation précédente où des différences filles-garçons ont été évoquées, eh bien nous allons parler d'une autre origine des différences filles-garçons dont on pense souvent qu'elles renvoient à des différences de compétences et de traits de personnalité qui seraient intrinsèques au fait d'être une fille, un garçon, un homme, une femme. Eh bien, nous allons voir que les stéréotypes sociaux sont une cause de ces différences et qu'elles ne sont pas innées, que ce sont des différences qui sont construites socialement et culturellement, mais que la perversité de ces stéréotypes fait qu'on a souvent l'impression que le contenu qu'ils véhiculent est vrai et s'applique à tout le monde sans plus de distinction. Alors, commençons par une petite définition pour se mettre d'accord sur de quoi nous parlons quand nous parlons de stéréotypes sociaux. En psychologie sociale, nous considérons que les stéréotypes renvoient à des croyances qui peuvent être partagées à des degrés divers au sein d'une société, d'une culture. Partagées à des degrés divers, ça veut dire qu'on peut être d'accord ou en désaccord. Donc il y a beaucoup de diversité dans les attitudes que l'on peut avoir vis-à-vis de ces stéréotypes. En revanche, le point commun, c'est que nous les connaissons tous et toutes, sinon on ne parle pas de stéréotypes. Le propre d'un stéréotype, c'est d'être bien connu dans la société ou dans la culture dans laquelle il est diffusé. Et ces croyances, elles portent sur quoi? Elles portent sur des caractéristiques, des comportements, des traits de personnalité, des compétences, voire des incompétences qui seraient propres aux individus en raison de leur appartenance groupale. Si l'on fait une synthèse de la littérature scientifique, qu'elle soit psychologique, sociologique, historique, philosophique ou autre, sur le contenu des stéréotypes liés au genre, eh bien voici la caricature à laquelle nous arrivons. En effet, si l'on en croit les stéréotypes, eh bien vous, messieurs, ici présents dans la salle, vous seriez tous nécessairement et sans exception courageux, compétitifs, audacieux, rationnels, forts en maths. Par contre, nul en lecture, nul en gestion des relations interpersonnelles et notamment des situations affectives. C'est bien connu, hein, sans exception, messieurs. Quant à nous, mesdames, eh bien oui, sans exception, nous sommes toutes réputées pour notre sensibilité, notre émotivité, le stress aussi, on ne sait pas gérer le stress. D'ailleurs, on l'a même vu dans les diapos tout à l'heure. Donc, si même les enquêtes révèlent qu'on est stressé, angoissé, ça doit être vrai. On est toutes comme ça, on ne sait pas gérer. Ah, par contre, on est super fortes en lettres, en sciences humaines et sociales, dans les humanités, et puis dans le care aussi, dans le soin. Nous sommes toutes des mamans en puissance. On a tout le sens maternel, toutes des infirmières en puissance, sans exception. Par contre, nul en maths, nul en logique. Et puis aussi, nous ne savons pas nous garer. Femme au volant, mort au tournant, c'est bien connu aussi. Nul en orientation spatiale. Et évidemment, nous manquerions aussi de cette compétence fondamentale pour exercer ces fonctions à responsabilité, présidence d'une université, direction d'un laboratoire, ministre ou autre. Évidemment, nous manquerions de leadership. Alors, ces stéréotypes, ils sont bien caricatureux. D'ailleurs, un autre exemple sur les stéréotypes de nationalité, on voit ici à quoi ressemblerait le français. Alors déjà, c'est un homme, pas une femme. Puis bon, vous voyez un petit peu la caricature. Je vous laisse raisonner autour de ça. Ces stéréotypes, ils sont indissociables d'un processus de catégorisation. Ça, c'est l'américain typique. On ne se trompe pas beaucoup, on se trompe pas beaucoup. OK. C'est pour ça que c'est compliqué, ces stéréotypes à gérer, parce que, oui, on a l'impression que les Américains, ils sont comme ça. Alors le problème, c'est que ces stéréotypes s'accrochent à un processus de catégorisation qui est fort utile pour nous, parce que notre environnement social est extrêmement complexe, vous le savez. Notre cerveau a des capacités extraordinaires
mais néanmoins limitée. Nos ressources cognitives, attentionnelles et mnésiques sont limitées. Or, il nous faut simplifier notre environnement. Un processus que nous utilisons tous les jours pour simplifier notre environnement consiste à classer les objets dans des groupes, mais aussi les individus dans des groupes sociaux, dans des catégories sociales. Donc c'est très utile, mais il y a des conséquences un petit peu caricaturales, puisque ce processus de catégorisation sociale s'accompagne de biais, d'erreurs dans notre façon de percevoir notre environnement et donc les membres de ces groupes. Et c'est ainsi qu'un premier biais s'appelle l'effet d'assimilation. À partir du moment où nous avons classé des individus dans un même groupe, eh bien, ces individus vont nous paraître bien plus semblables entre eux qu'ils ne le sont en réalité. Les Français, tous les mêmes. Les Américains, tous les mêmes. Les femmes, toutes les mêmes, on vient de le voir, les hommes aussi, vous, tous les mêmes. Hein. Et puis un deuxième biais, corollaire au premier, s'appelle l'effet de contraste. Le biais de contraste, à partir du moment où on a classé des individus dans des groupes différents, eh bien ces individus vont nous paraître bien plus différents entre eux qu'ils ne le sont en réalité. Donc si les Français sont tous les mêmes et les Américains tous les mêmes, eh bien Français et Américains très différents, et pareil pour hommes et femmes, deux planètes différentes d'ailleurs. Alors, évidemment, la question toujours qui se pose, c'est n'y a-t-il pas un fond de vérité dans tout ça? Parce que même la poupée Barbie, dans les années 90, s'en mêle. Et elle nous disait à l'époque, ben oui, hein, entre deux phrases du type « I like shopping, I love pizza », elle disait « Math class is hard ». Donc la classe de maths, c'est difficile. Donc si même la poupée Barbie le dit, c'est que ça doit être vrai. Alors évidemment, en science, on considère que le contenu véhiculé des stéréotypes n'a pas à être jugé comme vrai ou faux, puisque la bonne question à se poser, c'est la diversité. La diversité, bah oui, c'est plutôt la règle du vivant. Et en effet, le gros problème des stéréotypes, c'est quels qu'ils soient, ils nous amènent à surgénéraliser le contenu qu'ils véhiculent et à nier les différences interindividuelles. Or, ce sont bien les différences interindividuelles qui priment, et ce, dans tous les domaines et pour tous les groupes. Donc, attention à ce cercle vicieux que génèrent les stéréotypes qui contribuent justement, de par leur influence puissante, à donner l'impression que le contenu qu'ils véhiculent est vrai. Alors, dans cette présentation que nous faisons aujourd'hui avec Pascal, nous vous alertons en fait sur l'influence puissante de ces stéréotypes, mais nous n'avons pas le temps de vous dérouler les stratégies que l'on peut mettre en place pour contrer les conséquences de ces stéréotypes. Il y en a beaucoup, j'imagine que vous aurez des questions sur ce sujet, nous serons là pour y répondre, mais il nous fallait un petit peu de temps pour nous montrer l'influence de ces stéréotypes, et donc nous y arrivons à cette influence. Et en effet, il y a deux ensembles de travaux dans la littérature scientifique qui se sont attachés à comprendre comment les stéréotypes, que ce soit les stéréotypes liés au genre, à l'origine sociale, à l'origine culturelle, liés à l'âge aussi, hein, on est plusieurs à être concernés ici, comment ces stéréotypes peuvent à ce point-là nous influencer. Eh bien, un premier ensemble de travaux s'est attaché à comprendre comment ces stéréotypes pouvaient influencer les personnes qui en sont les cibles, les filles en maths, les garçons en lecture. Ces travaux sont connus sous le nom d'effet de menace du stéréotype, et je vais vous en illustrer quelques études, montrent à quel point ces stéréotypes peuvent influencer la manière dont nous nous auto-évaluons. On revient sur les compétences psychosociales de tout à l'heure. Eh bien oui, la façon dont on évalue nos compétences dans un domaine, ça a une influence ensuite sur notre façon d'apprendre et nos productions académiques. Eh bien, les stéréotypes peuvent diminuer ces évaluations et conduire à ce qu'on appelle bien souvent l'autocensure. Ils peuvent influencer nos performances, y compris chez les individus les plus compétents dans le domaine. Ça, c'est vraiment intéressant. Savoir que les stéréotypes, avec le message négatif qu'ils véhiculent, sont puissants au point d'amener les personnes les plus compétentes dans un domaine à produire des performances qui vont être en réalité en dessous de leur potentiel. Et puis, bien sûr, ils impactent les choix d'orientation. Et il y a un deuxième ensemble de travaux qui s'est attaché à comprendre comment ces mêmes stéréotypes pouvaient influencer les personnes qui en sont porteuses et qui vont évaluer les autres. Alors, j'ai mis porteur des stéréotypes entre guillemets pour attirer votre attention sur le fait que ça ne signifie pas que l'on est d'accord avec le contenu que véhiculent ces stéréotypes. Cela signifie simplement être porteur ou porteuse d'un stéréotype qu'on le connaît, ce stéréotype, et comme on le connaît, ça veut dire que c'est une information, comme tant d'autres, qui est stockée en mémoire à long terme dans notre réseau sémantique. Ah, eh bien, là, ça veut dire que ce stéréotype est soumis au fonctionnement très mécanique de notre mémoire et qu'il va pouvoir être réactivé en fonction des indices présents dans notre environnement et qu'il peut ainsi nous influencer dans nos évaluations de compétences de nos élèves ou de nos pairs, y compris si on est en profond désaccord avec le contenu qu'ils véhiculent. Ces travaux sont connus sous le nom d'effets de biais implicite ou de discrimination.
Ils montrent en effet qu'ils influencent nos décisions d'évaluation, de recrutement et de promotion. Il y a un point commun entre ces deux ensembles de travaux pour comprendre l'influence de ces stéréotypes. En effet, ils reposent sur l'idée d'une activation automatique en mémoire. Je vais vous proposer un petit jeu pour que vous compreniez ce que signifie une activation automatique en mémoire. Vous allez voir des stimuli qui vont apparaître au centre de l'écran un par un, dans une couleur particulière. La tâche qui est la vôtre est la suivante. Je vous demande de dire à l'oral, bien fort pour que j'entende, je suis un peu sourde, je suis vieille maintenant. À l'oral, bien fort, et le plus rapidement possible, et sans vous tromper, mais vite, le nom de la couleur de l'encre dans laquelle le stimulus apparaît. D'accord ? Donc les couleurs sont très basiques, cherchez pas compliqué, il n'y a pas de kaki, il n'y a pas de mauve, il n'y a pas de rose. C'est rouge, vert, bleu, jaune, noir. Ça va, c'est clair ? Bien. Il faut aller vite, parce que moi je vais aller vite. Vous y êtes ? Attention, c'est parti. Bleu, vert, rouge, vert. Waouh ! Alors, le petit jeu, là, en réalité, c'est la tâche de Stroop, qui est un test neuropsychologique qui est utilisé encore aujourd'hui dans tous les hôpitaux pour détecter notamment la maladie d'Alzheimer en phase précoce. J'ai quelques noms de neurologues, si vous voulez. Alors, ça marche à tous les coups et c'est normal. Pourquoi ? Alors, on est d'accord que les croix écrites en jaune, ça va vite, vert écrit en vert, ça va vite. Là où ça pose problème, c'est ici. Pourquoi ça pose problème ? Parce que vous êtes ce que l'on appelle des normolecteurs et des normolectrices, ce qui veut dire que depuis le temps que vous avez appris à lire et que vous utilisez la lecture au quotidien, eh bien heureusement que votre cerveau a automatisé l'activité de lecture, sinon ça serait compliqué pour nous tous et toutes. Donc comme maintenant l'activité de lecture est une activité automatique, lorsqu'il y a un mot qui apparaît dans votre langue maternelle, eh bien votre cerveau ne peut s'empêcher de lire et il déclenche automatiquement une réponse, le truc qui pousse là et qui est de dire rouge, alors qu'en fait vous avez bien compris, parce que vous n'avez pas de maladie neurodégénérative, vous avez bien compris qu'il ne fallait pas dire rouge, ici dit bleu, mais bleu. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? Eh bien, il y a une interférence cognitive entre la lecture automatique du mot qui vient donc vous gêner dans la dénomination de la bonne réponse, qui est la couleur de l'encre, ici bleue. Et donc, pour donner la bonne réponse, vous avez été obligé de mobiliser votre cerveau pour vous engager dans plusieurs petites opérations cognitives. La première, c'est l'inhibition. Vous avez été obligé de vous empêcher de lire, pour vous empêcher de dire rouge. Donc, vous empêchez de prononcer cette mauvaise réponse qui est automatique, pour ensuite sélectionner la bonne réponse, la garder à l'esprit et la prononcer tout en essayant de faire le plus vite possible. Vous y êtes arrivé après, dans un premier temps, vous êtes planté, j'ai entendu. Mais après, vous avez réussi à corriger. Néanmoins, même si vous entraînez à la tâche de Stroop, vous n'irez jamais aussi vite que pour rouge écrit en rouge ou les croix, parce qu'il y a toujours cette interférence liée avec l'activité automatique. Ou alors, bien sûr, la seule solution, c'est de tricher, c'est-à-dire vous empêcher de lire. Si vous êtes myope comme moi, vous enlevez vos lunettes ou alors vous plissez les yeux. Mais si vous ne trichez pas, vous aurez toujours à réguler cette interférence. Alors, ce petit jeu très simple nous permet de comprendre plusieurs choses. D'abord, de mettre vraiment des mots sur ce qu'est un automatisme. Un automatisme cognitif, c'est cette réponse spontanée qui arrive sans effort, ce truc qui pousse là. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que parfois un automatisme, même s'il est très utile la plupart du temps, la preuve, l'activité automatique de lecture, vous lisez très très bien, très vite, c'est très efficace, et bien parfois ça déclenche des erreurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de contrôler un automatisme. Néanmoins, cet automatisme, il a un coût. Les quelques millisecondes que vous avez mis en plus pour donner la bonne réponse, pour contrôler l'interférence. Imaginez le coût cognitif lorsque vous êtes en situation d'évaluation en fort enjeu et que la tâche à résoudre est complexe et que la première réponse qui vous vient pour résoudre la tâche est une erreur. Eh bien, il va falloir mettre beaucoup de contrôle cognitif pour éviter de renouveler encore cette mauvaise réponse, de la corriger et d'aller chercher une nouvelle stratégie de résolution. Mais OK, on peut contrôler un automatisme, il a un coût. La tâche de Stroop est désormais terminée. Même si vous avez été capable de contrôler efficacement cet automatisme, eh bien, vous êtes toujours des normolecteurs et des normolectrices, ce qui est heureux. Heureusement que le fait d'avoir contrôlé et donc d'avoir inhibé momentanément votre activité automatique de lecture ne vous empêche plus de lire désormais. Donc, contrôler un automatisme ne signifie pas qu'on l'enlève de notre mémoire. D'accord ? Et bien avec les stéréotypes, c'est pareil. Les stéréotypes, ce sont des automatismes puissants qui nous conduisent à associer de façon automatique tout ce qui est domaine scientifique et technologique aux hommes et aux garçons plutôt qu'aux femmes et aux filles, et tout ce qui relève des domaines des lettres, des sciences humaines, des humanités et du soin aux femmes et aux filles plutôt qu'aux hommes et aux garçons.
Alors, premier exemple d'étude sur l'effet de menace du stéréotype, ces travaux nous viennent de Claude Steele, un psychologue social aux États-Unis, qui a considéré que ces stéréotypes négatifs, lorsqu'ils véhiculent justement des idées d'infériorité de compétences dans un domaine pour une population ciblée, eh bien ces stéréotypes qui sont activés automatiquement par la situation de test, je suis une fille, je fais un test de maths, le stéréotype est automatiquement activé en mémoire, et comme il est négatif, il génère des pensées négatives, des pensées interférentes, il exacerbe la peur de l'évaluation et la peur de l'échec, et donc tout cela, ça crée des pensées interférentes qui vont tourner en boucle et qui vont empêcher en fait l'élève ou la personne adulte, puisque ça marche pareil pour les enfants et les adultes, de se concentrer pleinement sur la tâche. Puisqu'en effet, ces pensées interférentes et ce stress physiologique accru vont être détectés par la mémoire de travail, qui est très utile pour résoudre des tâches complexes. Si on n'avait pas de mémoire de travail, quand on lit un sujet d'examen, eh bien une fois la lecture finie de ce sujet, d'examen, on serait obligé de le relire et de le relire encore parce qu'on aurait oublié les données du problème. Donc la mémoire de travail, d'une part, nous permet de maintenir actives les données du problème à résoudre pour éviter de les oublier, mais ensuite, elle va farfouiller en mémoire à long terme pour essayer de trouver les connaissances et les stratégies de résolution de problèmes qui collent avec les données du problème. Mais ça n'arrête pas là. Ce qui ne colle pas, il faut le mettre de côté. Comme tout à l'heure, ce que vous avez fait avec la tâche de Stroop, vous avez mis de côté la lecture puisque c'était une mauvaise réponse. Et bien là, c'est pareil. La mémoire de travail détecte toutes ces pensées interférentes négatives qui ont été activées automatiquement par le stéréotype qui est pertinent dans la situation, pour mettre tout ça de côté, pour essayer de vous concentrer sur la tâche. Le problème, c'est comme c'est la mémoire de travail qui vous aide aussi à résoudre la tâche, si la tâche est complexe à résoudre, vu qu'elle n'est pas entièrement allouée sur le test à résoudre, la conséquence, c'est quoi ? C'est une contre-performance, sauf si la tâche est facile, auquel cas vous allez pouvoir la réussir indépendamment de ces effets interférents liés au stéréotype. Une démonstration au niveau des élèves de 6e, 5e avec un test très simple qui n'est ni un test de dessin ni un test de maths, c'est encore un test neuropsychologique, on est un peu tordu en psycho. Et en fait, on va faire croire aux élèves que ce test, qui consiste simplement à mémoriser cette figure complexe pendant 1 minute 30 et à la reproduire ensuite de mémoire sur une feuille avec un crayon et un papier, eh bien, on va faire croire à la moitié des élèves que ce test est un test de géométrie mathématique et que l'on est là aujourd'hui pour évaluer les performances des élèves en maths géométrie à l'aide d'un exercice nouveau et difficile. Versus, il s'agit d'un test de dessin et art plastique et nous sommes là aujourd'hui pour évaluer les performances des élèves en dessin et art plastique à l'aide d'un exercice nouveau et difficile. Ça va, j'ai fait la même tête dans les deux cas? Ok. Donc, vous l'avez compris, dans un cas, on considère que le fait de parler de géométrie, cela va activer automatiquement le stéréotype en mémoire, qui peut avoir un effet délétère pour les filles, alors que ça ne devrait pas être le cas dans la condition de dessin. Eh bien, c'est exactement ce que l'on observe, une supériorité des performances des garçons sur les filles lorsqu'on fait croire à tous les élèves qu'il s'agit de la géométrie dans un cas, alors que lorsqu'on présente le même test, c'est exactement le même test, tout aussi difficile. Comme un test de dessin, c'est strictement l'inverse qui est obtenu. Et j'attire votre attention sur vraiment les écarts et à quel point il est facile d'influencer les performances des élèves en fonction de la façon dont on présente les tests. C'est aussi intéressant dans la mesure où, vous le savez, qui réussit le mieux à l'école, en tout cas jusqu'à la fin du collège, y compris en maths, les filles. Donc même les meilleures dans le domaine chutent lorsqu'on prend un test complexe qui est non familier et qui active la menace du stéréotype. Alors ça, c'est une étude qui a été à l'origine pensée par les enseignants de mathématiques de l'Académie de Toulouse. Ils ont fait appel à nous pour tester cette hypothèse, puisque connaissant les effets avec la tâche que j'ai présentée juste avant, ils se sont demandé si les évaluations nationales, dont on connaît toutes les polémiques, français, maths, est-ce que finalement l'ordre de passation des tests n'influencerait pas les performances des filles en maths? Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On a tout simplement tiré au sort l'ordre de passation des tests. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Si j'ai mes petites flèches qui arrivent, voilà. C'est que lorsque le test de maths est passé avant le test de français, les filles réussissent moins bien le test de maths par rapport aux garçons. Cette différence n'existe plus lorsque l'on fait passer le test de français avant le test de maths. Donc, le fait d'être en réussite et de passer le test d'abord dans un domaine plutôt confortable pour les filles, eh bien, ça les met dans un état d'esprit propice à résister à l'effet de menace du stéréotype sur les maths qui vient après. Nous avons testé ces mêmes effets dans les grandes écoles d'ingénieurs. Intéressant dans les grandes écoles d'ingénieurs. Ici en 2010, intéressant à l'époque, il n'y avait pas 25% de filles dans ces grandes écoles d'ingénieurs. Ce n'était pas 25%, ce n'était pas 20%, ce n'était pas 15%, c'était 10%. Mais major de promo. À tel point que les directeurs des écoles, tous des hommes, nous ont dit c'est intéressant là, ce truc, la menace du stéréotype, mais ça n'a pas marché chez nous.
parce qu'elles ne sont que 10%, mais elles sont toutes majeures de promo. Donc elles ont dû régler depuis longtemps ces histoires de stéréotypes. C'est pour ça qu'elles sont là, qu'elles ont réussi le concours d'entrée et qu'elles sont en très grande réussite. Là, le test a été fait en avant-dernière année. Elles n'étaient pas encore diplômées, mais les chasseurs de tête étaient passés par là. Elles avaient déjà négocié leur salaire, qu'on soit clair. D'ailleurs, à tel point qu'on a eu du mal à trouver une cinquantaine d'étudiants masculins avec des résultats aussi élevés que les étudiantes majeures de promo. Donc oui, elles sont majeures de promo. Qu'avons-nous fait? On a quand même voulu essayer de voir ce qui se passait. Nous avons pris un test de raisonnement fluide par opposition au raisonnement cristallisé, c'est-à-dire que pour résoudre ça, donc vous avez compris qu'il faut compléter la matrice avec l'une des 8 possibilités, eh bien, pour résoudre ce test, ça ne sert à rien d'aller chercher une stratégie déjà rencontrée par ailleurs. Il va falloir inventer la règle, et en plus, pas de chance, quand on a trouvé la bonne règle et qui va marcher par exemple sur cette matrice, eh bien, il va falloir faire preuve de flexibilité cognitive pour éviter de persister dans une stratégie qui s'est montrée efficace une fois, mais qui va être erronée pour les matrices suivantes, puisque la règle va changer. C'est un test qui est très stressant, qui est très difficile, qui a été présenté à ces étudiants et étudiantes de ces grandes écoles comme étant ce qu'il est pour tout le monde. Test très difficile de raisonnement logique, mais à la moitié des étudiants et des étudiantes, on a rajouté une petite phrase anodine. Au fait, sur le test que vous allez passer aujourd'hui, il n'y a pas de différence de performance entre hommes et femmes. Résultat. Alors, j'ai tronqué l'échelle, on commence à 70% de réussite parce que je n'avais jamais vu des résultats aussi élevés à ce test. Donc, en regardant les statistiques descriptives à l'époque, on s'était dit avec Pascal, il n'y aura peut-être pas d'effet du tout, on va se retrouver avec un effet plafond, tellement que la réussite est élevée. Eh bien, pour autant, regardez ce qui se passe en conditions standards, nos étudiantes majeures de promo réussissent le test, mais moins bien que leurs homologues masculins. Que se passe-t-il lorsqu'on rajoute la petite phrase de falsification du stéréotype ? C'est l'inverse qui se produit, et là aussi, je vous invite à méditer sur l'écart des performances observées et à quel point c'est facile d'influencer les performances, y compris des meilleurs étudiants et étudiantes dans un domaine. Oh, quand même, il fallait bien que je fasse un petit détour par l'effet pervers des stéréotypes de genre sur les garçons. Et en effet, nous avons réalisé, notamment avec Pascal Ponsu, qui est ici présent, une étude sur les tests de lecture, un vrai test de lecture, la pipe et le rat. Vous savez, il faut souligner tous les noms d'animaux dans une liste de mots en 3 minutes et sans faire d'erreur et sans faire d'omission, puisque tout ça est pris en compte. À la moitié des élèves de CE2, le test est présenté pour ce qu'il est, test de lecture, et à l'autre moitié des enfants, le même test est présenté comme un jeu. On va à la pêche aux animaux. Eh bien, que se passe-t-il lorsqu'on présente le test comme un test de lecture? Les garçons le réussissent moins bien que les filles, la différence est statistiquement significative, alors que lorsqu'on le présente comme un jeu, il y a égalité de performance et les garçons performent mieux à ce test dans cette condition-là. Donc, ils ne savent lire, il n'y a pas de problème avec la lecture, ils ne sont pas incompétents en lecture, les garçons. C'est juste qu'à un moment donné, ils doivent gérer un stéréotype que n'ont pas géré les filles pour une fois dans ce domaine-là. Quelques précisions importantes. Pour comprendre ces résultats, il faut bien distinguer la connaissance du stéréotype et l'adhésion au stéréotype. Il n'est pas nécessaire d'adhérer au contenu que véhicule le stéréotype pour en subir l'influence sur sa performance. Le simple fait de le connaître suffit, puisqu'il est stocké en mémoire à long terme, et donc peut être réactivé automatiquement par la situation. Dès lors qu'une information est réactivée automatiquement, eh bien, elle va être utilisée, elle va avoir une influence, sauf si on met du contrôle dessus. Ces travaux nous invitent à faire la différence entre performance et compétence, mais Pascal y reviendra tout à l'heure. Les travaux nous montrent que tout individu peut être la cible d'un effet de menace du stéréotype dès lors que la situation s'y prête, c'est-à-dire dès lors qu'on évalue des compétences dans le domaine ciblé par le stéréotype négatif envers son groupe d'appartenance. Néanmoins, on sait que cet effet est plus fort, et c'est peut-être un peu contre-intuitif au début, mais après, finalement, tout s'éclaire. L'effet est plus fort chez les personnes les plus compétentes dans le domaine, les plus identifiées dans le domaine, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles une contre-performance serait dramatique, parce que pour elles, c'est absolument fondamental de réussir dans ce domaine. L'effet de menace du stéréotype sort uniquement lorsque le test est difficile. S'il est trop simple, on va compenser le réussir malgré l'effet de menace du stéréotype. Plusieurs stratégies existent pour réduire cet effet. Il y a beaucoup de publications sur le sujet. On pourra en reparler ensemble plus tard. Et puis, dernière étude pour moi, je voulais quand même illustrer
à quel point ces stéréotypes peuvent nous influencer, nous aussi, qui passons beaucoup de temps à évaluer des copies, à évaluer des oraux, à différents niveaux, que ce soit dans nos classes, au niveau des étudiants, ou même lors des recrutements, les recrutements des enseignants-chercheurs, etc., ou les recrutements des étudiants, des doctorants, des post-docs. Cette étude, c'est la première démonstration empirique de l'existence d'une discrimination de genre à l'encontre des femmes pour un poste en sciences. Démonstration d'une discrimination de genre, c'est important. C'est important parce que c'est compliqué, voire même souvent impossible, de démontrer à compétence égale. Parce que ça veut dire ça, discrimination de genre. C'est à compétence égale, on ne va pas recruter une personne à cause de son appartenance groupale, ici de genre. Donc dans la vraie vie, c'est compliqué. Avec l'expérimentation, c'est très facile, on contrôle tout. Donc expérimentation, le même CV pour tout le monde. Pour qui? Pour des professeurs d'université aguerris. Les professeurs d'université, les enseignants-chercheurs, qui ont généralement d'ailleurs beaucoup d'ego, pardon pour mes camarades, surtout quand ça fait 20-25 ans, quand on est dans des jurys de recrutement, on sait lire des CV, on sait évaluer de la qualité de la recherche. Ouh là là, c'est très simple, on sait faire, on est super objectif. Okay, eh bien, on prend ces professeurs très aguerris en chimie, en biologie, en physique, des hommes et des femmes pour moitié, et on va leur demander d'évaluer une seule candidature. Une seule candidature, en fait, c'est exactement la même, exactement le même CV, mais on va leur faire croire qu'il s'agit soit du CV d'un homme, soit du CV d'une femme. On donne à tout le monde la même grille d'évaluation, avec comme principaux critères, on évalue le niveau de compétence, on se prononce sur l'intention de recruter, on se prononce sur l'intention de mentorer cette jeune recrue, parce que ça c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, quand on a recruté un jeune ou une jeune, on va le mentorer, c'est-à-dire qu'on va l'accompagner, on va l'introduire dans son réseau professionnel, on va lui donner les bons conseils. Bref, c'est du temps et de l'énergie. On est clair qu'on ne va pas s'embêter à mentorer quelqu'un si on pense que cette personne n'a pas de potentiel. Donc c'est un critère décisionnel important et qui rentre en compte ici dans la grille. Et comme on est aux États-Unis, un autre critère important, c'est le salaire proposé pour cette première embauche. Le salaire, combien propose-t-on ? Résultat, commençons par les décisions de la part des hommes, des professeurs. Comme vous le voyez, sur ces 3 premiers critères, compétence, intention de recruter, mentorat, c'est le candidat qui l'emporte sur la candidate. La différence est statistiquement significative. À votre avis, qu'en est-il pour les femmes, professeurs des universités? Quelles décisions prennent-elles? Qui dit pareil? Qui dit pire? Qui dit elles corrigent? Alors, on entend tout le temps dire qu'il faut des femmes, il faut la parité dans les comités. On met la parité, on réduit les biais. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas la parité, il la faut, mais ce n'est pas la parité qui va réduire les biais, en effet, puisque les biais sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes, puisque, en effet, alors c'est pareil, au niveau de l'intention de recruter, même si l'écart vous paraît un peu plus grand, il n'est pas statistique, il n'est pas significatif d'un point de vue statistique. Mais l'écart le plus important qui est observé, il est pour le salaire proposé pour cette première embauche. Je vous laisse apprécier les écarts. Donc les hommes, comme les femmes, proposent un salaire pour cette première recrue qui est plus important pour les hommes, pour les candidats que pour les femmes. Il ne vous aura pas échappé que les femmes donnent un peu moins à chaque fois. Vous en connaissez la raison? Bah oui, elles se basent sur leur propre référence. Voilà, merci, très bien. Donc oui, démonstration de l'existence d'une discrimination de genre pour un recrutement en sciences, parce qu'en effet, c'est de la discrimination, le CV étant strictement le même, il n'y a aucun critère objectif qui puisse être mis en avant pour justifier de tels écarts à la défaveur systématique des femmes. Et je laisse la parole pour la suite à Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la qualité de votre attention, votre réactivité. Donc, je poursuis le topo sur la stéréotypie. Je suis directeur de recherche au CNRS. Je dirige le laboratoire de psychologie sociale et cognitive installé sur le site Carnot de l'université Clermont-Auvergne, qui est un laboratoire à l'interface au CNRS des sciences biologiques et des sciences humaines et sociales. Je suis membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale en charge du groupe de travail sur l'égalité filles-garçons. Et dans ce cadre, j'ai aussi un certain nombre de données à vous présenter et qui sont en articulation avec ce qu'on fait dans Profane. Et je vais commencer par une anecdote. Figurez-vous que j'ai fait 900 km en voiture. Je n'ai pas pu prendre l'avion, je n'ai pas pu prendre le train, donc j'avais devant moi 900 km et j'ai dû les faire en voiture d'une traite pour vous rejoindre. Et pourquoi j'ai fait ça? Pour 2 raisons. D'abord, parce que je crois que l'opération Profane Transfert
permet, c'est la seule à l'échelle qui est celle de Profane, à mettre en contact directement des gens qui viennent des labos, dans le spectre des sciences cognitives, et les enseignants. Donc cette mise en contact directe, elle est importante, elle devrait se faire de manière beaucoup plus systématique depuis déjà très longtemps, mais ce n'est pas le cas, et vous le savez. Et c'est une chance. Je ne sais pas si c'est une chance pour vous, mais c'est une chance aussi et surtout peut-être pour les chercheurs, d'être en contact direct avec vous et de pouvoir échanger. Bon, ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième raison, c'est parce que, je n'ai pas hésité, parce que je pense qu'on a quelques messages importants à vous adresser. Et j'en ai un dans mon bout de conférence ce matin, qui concerne la stéréotypie, le niveau de stéréotypie de vos élèves et leur influence sur les choix qui sont les leurs. Donc ça me paraît intéressant. Voilà. Alors maintenant, si vous me permettez, je tombe la veste parce qu'il fait chaud ici. Stéréotype de genre. C'est vrai, elle n'a pas tort. Hein. Mais celui-là, j'aime bien. Alors, d'abord, un bref détour par le cerveau. On n'en a pas beaucoup parlé, mais vous savez, ça ne vous a pas échappé. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans et qui déterminent nos comportements. Cette machine hyper complexe d'environ 1,4 kg chez l'humain, entre 86 et 100 milliards de neurones. Alors, par comparaison, il y en a à peu près 900 000 dans la tête d'une abeille. Et l'abeille est capable de comportements complexes, navigation, communication, sélection. En moyenne, 10 000 synapses par neurone, donnant lieu à environ 100 millions de milliards de connexions. Alors, en face d'un élève en difficulté, en grande difficulté, on doit toujours se souvenir de ça. Il est en grande difficulté, ou elle est en grande difficulté, mais elle a entre 86 et 100 milliards de neurones interconnectés. Donc il est possible qu'on ait raté des choses avec cette machine hyper complexe, appelons-la comme ça pour aller vite ce matin entre nous. C'est très impressionnant. Il faut s'en souvenir pour ne jamais baisser les bras, même devant un échec récurrent, et continuer à se dire ça peut marcher, ça peut marcher, ça peut marcher, étant donné le potentiel absolument gigantesque, phénoménal, et la plasticité cérébrale qui va avec, font qu'on peut très bien échouer dans un contexte et réussir de manière parfois très éclatante dans un autre. Donc ne lâchons pas, et je sais que vous ne lâchez rien, je n'en doute nullement. Donc ce que je veux dire ce matin en rapport avec la stéréotypie sur le cerveau, c'est tout simple, c'est que c'est avant tout une formidable machine à inférer, c'est-à-dire à interpréter, à faire des hypothèses, à aller au-delà de ce qui est immédiatement perceptible. Il ne se contente pas, le cerveau, de percevoir les informations en rapport avec son environnement, notamment les personnes et les groupes qui composent cet environnement, mais donne également sens à ces informations en relation avec les croyances en vigueur sur ces groupes, à un moment donné, dans une société donnée. C'est là que ça se complique. C'est-à-dire que le cerveau, il est très preneur, on l'a vu, Isabelle l'a très bien expliqué tout à l'heure, de simplification, d'automatisme cognitif, même si il est doté d'une combinatoire phénoménale, et encore là, on ne parle que des neurones, mais il y a aussi les cellules gliales, donc on découvre qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les neurones, et qui participent également, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps, à la régulation des fonctions cognitives. Là, l'idée, c'est de dire que cette machine hyper complexe recherche la simplification, tout le temps. Quand elle peut simplifier, elle le fait. Elle fabrique des automatismes de pensée pour ça. Et c'est ça le rapport avec la stéréotypie, confère ce qu'a expliqué Isabelle juste avant. Et donc, ça aussi, il faut essayer de s'en souvenir pour se surprendre soi-même dans ces automatismes-là, essayer de les corriger, même si c'est extrêmement difficile. Et ce cerveau, il a donc une capacité phénoménale à créer des fictions, à croire que, très au-delà de l'information immédiatement disponible. Pourquoi ? Parce que ça lui simplifie la vie. Donc nous ne distordons pas la réalité en dépit de notre machinerie cérébrale hyper complexe, mais grâce à elle. Et ça fait une sacrée différence. Non pas en dépit d'eux, mais grâce à cette hypercomplexité du cerveau qui nous permet d'inventer des histoires et d'y croire comme
comme jamais. Je veux dire, le principe de la stéréotypie, c'est justement la naturalisation. Une fois qu'on a une conviction, il est difficile de s'en défaire. Et un des exercices aujourd'hui entre nous, c'est d'arriver justement à se détacher d'un certain nombre de croyances pour le regarder avec un peu de recul, avec l'espoir d'en faire quelque chose sur le terrain. Alors, j'insiste aussi sur deux principes de réalité qui traversent finalement un grand nombre de propos qu'on a écoutés depuis le démarrage des conférences dans Profane Transfert. D'abord, la discontinuité entre la performance et la compétence. Ne pas assimiler d'emblée l'une à l'autre. Seule la performance est directement et systématiquement observable. Il y a toujours une performance, on peut juger que le résultat est pas bon, ou est bon, moyen, etc. La compétence, elle, peut ne pas s'exprimer faute d'un contexte favorable. Et cette discontinuité, évidemment, si elle n'existait pas, on pourrait fermer à peu près tous les labos de psychologie expérimentale et de sciences cognitives. Le monde serait simple. Mais il y a cette discontinuité qui est liée à des tas d'influences, à des tas de facteurs sur lesquels on attire votre attention durant ce séminaire, et qui crée un problème d'inférence causale. Lorsqu'on observe de l'échec en particulier, à quoi est dû cet échec? À des insuffisances personnelles, intrinsèques à la personne, à des facteurs plus contextuels, environnementaux, etc. C'est toutes ces questions qui sont sur la table et qui vont déterminer la réponse qu'on apporte à ce problème d'inférence causale, qui vont déterminer aussi la motivation en tant qu'enseignant pour essayer de faire de la remédiation, jusqu'où, etc. Parce que, évidemment, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Voilà. La discontinuité entre l'environnement et le comportement. L'individu ne réagit pas directement à son environnement, mais à une représentation, par définition subjective, de cet environnement et à une représentation de soi dans cet environnement. Ça, c'est fondamental. Et là, on touche directement, notamment à la question de la stéréotypie. Puisque, on l'a dit, à partir du moment où on croit que les filles sont faites pour ceci, les garçons sont faits pour cela, évidemment, il y a ensuite des conséquences comportementales dans les décisions, dans les choix, etc. Alors, les résultats que je vais vous présenter rapidement ont été consignés pour partie, en ce qui concerne la voie générale et technologique, dans un rapport qui a été remis en main propre à Jean-Michel Blanquer en 2021, pour l'alerter justement sur le niveau de stéréotypie des lycéens du XXIe siècle. Et nous avons recueilli depuis beaucoup de données, environ 150 000, issues de l'enseignement professionnel chez les élèves de seconde, première et bac pro, que je vous proposerai dans un instant. Alors, les données recueillies donc auprès de plusieurs milliers d'élèves de seconde, première et terminale de la voie générale et de la voie technologique sont tout à fait saisissants. L'étude, elle, est très simple. Elle est décrite dans le rapport, vous pouvez le lire, il est sur Internet. L'étude est annexée, c'est l'annexe 1 du rapport. Nous posions un certain nombre de questions dans des questionnaires numérisés à des milliers d'élèves, sur notamment leurs estimations de probabilité de succès dans différents domaines, les EDS, les enseignements de spécialité, notamment pour la voie générale. Donc les estimations de probabilité de succès pour les filles en général et les garçons en général. Que pensent les élèves? Sont-ils capables de produire des estimations? Quelles sont ces estimations? Ces estimations sont-elles genrées elles-mêmes? On sait que les choix d'orientation sont très genrés, hein, je ne vous développe pas, vous connaissez ça parfaitement. La question, c'est les estimations de probabilité de succès, qui sont un des déterminants de l'engagement dans les activités proposées aux élèves. Sont-elles elles-mêmes genrées ou pas? Suivent-elles la logique du stéréotype ou pas? Et quelle est la distribution statistique de la stéréotypie de genre observée dans les deux voies pour ces mêmes estimations? Là, je parle encore de la voie générale et technologique, et en particulier en terminale, au moment critique des choix dans Parcoursup. Donc, figurez-vous que ça fait quand même un moment qu'on réfléchit à ces histoires de stéréotypie, y compris sur le terrain scolaire, qu'on développe parfois beaucoup d'énergie dans les établissements pour engager des dispositifs susceptibles de réduire la stéréotypie, pour améliorer les choix d'orientation, etc. Mais aucune étude d'envergure n'a été faite pour voir toucher du doigt à la distribution statistique de la stéréotypie, ni en France, ni ailleurs en Europe, d'ailleurs. Et nous l'avons fait. Donc nous avons cette distribution statistique de la stéréotypie de genre chez les lycéens du XXIe siècle. Donc tout ça est venu en complément des travaux de l'ADEPE sur les orientations genrées. On a, rien que dans la voie générale et technologique, 600 000 données collectées.
Et je vous le disais, 150 000 plus récemment chez les élèves de la voie professionnelle. Donc on s'est intéressé, vous le savez, dans la voie générale, après la réforme du bac et du lycée, au choix des EDS, les enseignements de spécialité, ces EDS que les élèves peuvent choisir. Ils en choisissent 3 en fin de seconde, qu'ils suivent ensuite en classe de première, et en fin de classe de première, ils en sélectionnent 2 qu'ils suivront en terminale. Autrement dit, ils abandonnent, il ou elle abandonne un EDS. Et cette petite mécanique, elle nous a évidemment intéressés. Donc là, ce que je vous montre, c'est en abscisse vers l'axe horizontal en bas, vous avez les différents EDS pour la voie générale. Sur l'axe des Y, probabilité estimée de succès dans chaque EDS. Donc c'est les élèves qui doivent estimer les probabilités de succès. Pour les filles en général, donc ils sont garçons ou filles eux-mêmes, ils font des estimations de probabilité pour les filles en général et pour les garçons en général. Voilà, et ça donne ça. Donc c'est très genré, évidemment, avec des probabilités de succès jugées très supérieures pour les filles en général sur tous les EDS à gauche du graphique, qui relève plutôt des humanités, et puis un renversement pour les maths, physique, chimie, sciences informatiques, numériques, etc. Donc leurs estimations de probabilité de succès sont très genrées. Or, on sait que les estimations de succès en tant que telles sont un des prédicteurs les plus puissants pour la régulation des choix d'orientation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une influence forte entre les estimations de succès pour une activité cible. C'est vrai qu'on ne s'engage pas beaucoup dans des activités sur lesquelles on jugerait qu'on est peu compétent. Ce n'est pas seulement une histoire d'envie, c'est aussi une histoire de projection en termes de capacité à réussir dans un domaine ou un autre. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que comme par hasard, les estimations de probabilité de succès par les élèves eux-mêmes à propos des filles et des garçons en général suivent une logique que l'on pouvait attendre, qui est celle du stéréotype, qui nous dit que... Voilà. Or, retenez ça aussi, si vous prenez les maths par exemple, il n'y a pas un seul article scientifique au monde, pas un seul, qui montrerait une supériorité intrinsèque, biologique ou cognitive, des hommes par rapport aux femmes, des garçons par rapport aux filles. Pas un seul. Il n'y a pas non plus d'articles ou de travaux scientifiques qui permettraient d'expliquer cette distribution, qui permettrait de la justifier en disant si, il y a quand même des travaux objectifs qui montrent que quand même, globalement, même si certaines femmes échappent à cette logique, globalement, les femmes sont plutôt faites pour ceci ou faites pour cela, et donc c'est normal ce qu'on voit. Non, on peut se le dire, on peut croire que, puisqu'on a dit, le cerveau croit à beaucoup de choses, mais non. Ensuite, quand on regarde la réalité des faits scientifiques, ce n'est pas le cas. Donc cette dissociation, elle est intéressante. Il y a les faits, il y a ce que l'on peut croire à un moment donné, et puis dans l'exercice qui est le nôtre ce matin, il y a la question de comment on interprète ça. Et c'est vrai que c'est difficile de l'interpréter en naturalisant les différences qu'on voit ici. Il est plus raisonnable d'y détecter probablement l'influence d'une stéréotypie de genre. C'est pareil en première générale, et c'est pareil en terminale, c'est même pire. Ça veut dire qu'on aurait pu imaginer que les élèves, les garçons contactent des filles, qui voient par exemple des filles réussir en physique-chimie, qui voient des filles réussir en maths, qui voient des filles... que tout cela affaiblisse les stéréotypes, y compris chez les filles elles-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. La tendance plutôt à se renforcer. Donc les orientations, les estimations de probabilité de succès sont très genrées. C'est vrai en seconde, c'est vrai en première, c'est vrai en terminale, dans la voie générale. Alors, on a fabriqué un indice synthétique de stéréotypie de genre qu'on appelle l'ISS genre, qui peut être estimé assez facilement. Il y a une petite formule, je vous en ai fait grâce aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais gardez à l'esprit que cet indice exprime en une seule valeur la force des relations établies par les élèves entre chaque groupe de sexe, garçons ou filles, et des groupes d'EDS, les EDS de maths et sciences dures, auxquels on associe souvent les garçons, et les EDS excluant toutes les sciences dures, auxquelles on associe facilement les filles. Le tout en tenant compte de la dispersion propre à toutes ces estimations. Évidemment, les élèves ne font pas exactement les mêmes estimations, il y a une variance interindividuelle, une variance intergroupe. Donc on sait faire en statistique pour contrôler tout ça. Plus la valeur de l'ISS genre est élevée, et plus stéréotypées sont les relations perçues entre un groupe de sexe et un groupe d'EDS. C'est ça qui nous intéresse, pour aller sur le graphique suivant. Alors, aller chercher de la stéréotypie sur le terrain scolaire, et la trouver, vous allez me dire, on s'y attendait un peu. Oui, c'est vrai.
Maintenant, est-ce qu'on est capable d'imaginer avec justesse la distribution statistique de cette stéréotypie? C'est-à-dire, quelle est la proportion d'élèves installés dans une stéréotypie forte à extrême, ou dans une stéréotypie modérée, ou dans une stéréotypie légère, ou dans une contre-stéréotypie, c'est-à-dire quelle est la proportion d'élèves capables de raconter l'inverse de ce que raconte le stéréotype? Quelle est la proportion d'élèves non habités par des stéréotypes, c'est-à-dire qui nous donnent des estimations de probabilité de succès qui ne répondraient pas du tout à la logique du stéréotype et qui donneraient une espèce de parité, une espèce d'égalité garçon-fille. Ça, c'est plus difficile d'imaginer la distribution. Et même nous, on s'est un peu planté quand on a fait des hypothèses sur cette distribution. Et je vous la montre parce qu'elle est saisissante. On est dans la voie générale. Ensuite, on va voir rapidement la voie techno et on verra la voie professionnelle. Donc, contre-stéréotypie, vous la voyez proche du zéro à gauche. Très peu d'élèves sont dans la contre-stéréotypie, dans leurs estimations de probabilité de succès. Absence de stéréotypie, on a un petit 30%. Alors, ceux-là, ils nous intéressent. Ils sont faits comment? Ils sont foutus comment, ces élèves? Qu'est-ce qui, dans leur trajectoire familiale, sociale, culturelle, fait qu'ils semblent non habités par cette stéréotypie qu'on trouve chez tous les autres? Alors, stéréotypie faible, peu d'élèves, mais regardez, stéréotypie forte à extrême, c'est assez fascinant. Alors, je rappelle que les slides vont être mis en ligne sur la plateforme, hein, donc vous pouvez prendre des photos, mais vous allez retrouver tout ça. Regardez en classe de terminale, quasiment un élève sur deux installé dans une stéréotypie forte à extrême au moment de faire leur choix dans Parcoursup. En tenant compte maintenant du groupe de sexe, on voit qu'il n'y a pas énormément de différence entre les garçons et filles, la distribution statistique est respectée, avec même un peu plus de filles que de garçons dans la catégorie, dans le rouge, hein, dans la catégorie stéréotypie forte à extrême. Donc, ça c'est intéressant, il faut le savoir. Cette différence ne s'observe pas chez les filles intégrant les SI ou NSI, lesquelles montrent des niveaux de stéréotypie en moyenne plus faibles que les autres filles. Ça veut dire qu'on peut choisir ces options-là qui sont très masculines, à la condition non pas nécessairement d'être débarrassé de cette stéréotypie, mais de montrer des niveaux de stéréotypie un peu inférieurs à ce que montrent les autres filles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si on arrive à altérer un peu le processus sans nécessairement l'annuler, on peut changer les choix d'orientation et les améliorer et faire en sorte d'avoir plus de filles, notamment dans les sciences numériques. Hein. On est en train de fabriquer une société très numérisée sans les femmes aujourd'hui. Sans les filles, si on ne corrige pas ça, là, c'est dramatique. C'est absolument dramatique. Et moi, je ne suis pas du tout sûr que les choses vont s'améliorer. On peut être en régression. Et en face, on a qui? On a vous, au contact direct des élèves. Hein, on sait à quel point les réseaux sociaux peuvent recréer, regonfler la stéréotypie, etc. Donc, vous avez un rôle absolument capital par rapport à tout ça. Raison pour laquelle il faut bien connaître ces histoires. La confiance en soi, on demandait aux élèves de procéder à des estimations de probabilité de succès dès la seconde par rapport à eux-mêmes. Et on voit que la distribution, quand il s'agit cette fois d'évaluer la probabilité de succès pour soi, est sensiblement la même que pour les filles en général et pour les garçons en général. Alors, on s'est intéressé à la voie technologique. Voilà la distribution pour les élèves qui, dès la seconde, manifestent leur souhait de la voie technologique. Vous avez les libellés à droite. Et on voit qu'on a des estimations de probabilité de succès bien supérieures pour les filles en général en ST2MD, sciences et techniques du théâtre, de la musique, de la danse, du design, des arts appliqués, la santé, le social, et puis plus favorable pour les garçons. Donc les élèves, garçons et filles, sans se consulter, hein, ils répondent à un questionnaire numérique, ils n'ont pas le temps de se parler, donnent à peu près les mêmes estimations et sont d'accord pour dire qu'on a vérifié statistiquement, il n'y a pas d'interaction avec le groupe de sexe pour ceux qui sont férus de stats. Et donc, ce qu'on constate ici, c'est que tous sont d'accord aussi pour dire que si on arrive sur STI2D, il ne faut quand même pas rire, hein. Quand même plus les garçons que les filles. Hein. Voilà, ce genre de réalité existe aussi dans les séries technologiques. La distribution en première technologique est la même. Vous aurez le temps de l'explorer. En terminale techno, c'est la même chose. Donc ça non plus, ça n'évolue pas avec le temps. Une espèce d'insensibilité à ce qui se passe autour de soi. On peut voir des filles réussir dans des domaines masculins, ça ne change rien. On l'a même regardé au CNRS, chez les physiciens.
Les physiciens entourés de physiciennes. Ouais, physicienne au niveau CNRS, directrice de recherche en physique des particules. Bon, on a des contre-exemples sous les yeux là, quand on est un mec. Ben, ça ne change rien. La distribution de l'ISS genre pour chaque échantillon des séries technologiques, donc seconde, première, terminale, vous voyez qu'on a à peu près la même distribution, c'est la même forme, la même morphologie statistique. La distribution est sensiblement la même avec nos 30% absence de stéréotypie et ce pic de stéréotypie forte à extrême. Et si vous cumulez forte à extrême, modérée, forte, modérée et faible, vous arrivez facilement à 70% en moyenne d'élèves habités par la stéréotypie de manière plus ou moins forte. La distribution garçon-fille est la même. Voilà. Voilà pourquoi j'ai fait 900 km. Et je ne les regrette pas. Et je vous le dis très modestement. Les résultats avec le même indicateur, l'ISS genre pour les élèves de seconde, première et terminale pro, donc vos élèves, vous êtes les premiers à avoir ces résultats. Nous sommes en plein recueil de données, les données arrivent tous les jours au laboratoire, et là on est à peu près à mi-parcours. Donc je vous montre quand même des résultats qui sont fondés sur plusieurs centaines d'élèves dans ces différentes voies, et donc au total plusieurs milliers. Voilà la distribution, la probabilité de succès estimée par les élèves de seconde pour les garçons en général et les filles en général dans chaque orientation métier. Bon, vous ne serez pas trop surpris de voir que les élèves, encore une fois, garçons et filles, sans se consulter, sont d'accord pour dire que la probabilité de succès est bien plus grande pour les filles en esthétique, habillement, coiffure, accueil, santé, cuisine. Et puis, pour les garçons, supériorité, construction, industrie, automobile, sécurité, électricité, électronique, tout ça est parfaitement réglé. Puis voilà. Quand on rentre dans la boîte noire de l'éducation nationale, finalement, qui revient à aller jusqu'à ce que pensent les élèves à propos d'eux-mêmes, ben, on trouve ce genre de choses, c'est parfaitement réglé. En seconde pro, la distribution. Contre stéréotypie, on est à peu près à plat, quoi. Comme pour l'enseignement général et techno. Et puis vous voyez qu'on a toujours un petit groupe quand même intéressant, presque 20%, absence de stéréotypie. BF qui nous disent aussi bien les filles que les garçons. Et puis cette stéréotypie extrême. Alors là, pour le coup, ça a quand même haut. Ça va être dur. Bon courage. Seconde pro, la distribution pour les filles et les garçons. Vous voyez que c'est très similaire, hein. Et ça, ce n'est pas un débat après un débat entre eux de 30 heures où ils se sont mis d'accord sur une version de la réalité. C'est sans se consulter. Ils sont d'accord. Pour la première pro, bon, c'est la même histoire. Je vous ai remis les graphiques, mais c'est absolument la même forme. Là, vous avez tout, pour la première la distribution de l'ISS genre. Et puis par garçon et fille, vous voyez que bon, voilà, ça ne change pas beaucoup en première. En terminale, rebelote, donc ça non plus, ça n'évolue pas. C'est un trait commun avec l'enseignement général et l'enseignement techno, c'est stable. Et ça tombe bien parce que tous les travaux scientifiques dans le domaine de la stéréotypie nous disent c'est stable. Voilà. Donc vous voyez que, encore une fois, même en terminale, ça ne bronche pas, hein, garçons et filles sont d'accord. Sans même se parler. Bah, si je vous montre les trois échantillons, seconde, première, terminale, quand je vous dis c'est stable, la météo, c'est celle-là. Voilà. Alors, quelques conclusions, applications. Donc, on montre une stéréotypie affectant à peu près 60 à 80% des élèves des deux sexes selon l'échantillon considéré, donc dans les trois voies. Une proportion inquiétante d'élèves installés dans une stéréotypie forte à extrême au moment de leur choix dans Parcoursup. Aucun fondement scientifique à ces estimations genrées. Le cerveau crée des histoires, les propage, les naturalise, et une fois qu'elles sont naturalisées, c'est dur. Et qui on a en face? Je le redis, vous. Votre responsabilité est immense. Vous allez dire, ouais, attendez, vous êtes
Vous êtes drôle, vous êtes chercheur dans votre labo. On fait comment? On fait comment? Les différences filles-garçons, c'est important également. Dans toutes ces estimations sont par ailleurs sans commune mesure avec la taille des effets observés à partir des tests standardisés. On a beaucoup de tentatives qui viennent d'un peu partout, et pas seulement en France, pour essayer de naturaliser tout ça. En nous disant, par exemple, que puisque sur PISA, élèves de 3e, on constate, par exemple en mathématiques, un léger avantage pour les garçons, alors il y a bien un fondement quelque part. Et donc, peut-être qu'à partir d'un avantage comparatif perçu en faveur des maths ou en faveur, par exemple, de la lecture chez les filles, les élèves extrapolent et font des calculs et des choix d'orientation en fonction de ça, et donc sur une base objective. Non. Non, ça, c'est pas possible. D'abord parce que on a des effets de part et d'autre qui sont sans commune mesure, et puis on a un peu travaillé sur cette question-là, et ça ne tient pas la route. Nécessité de former les enseignants en cadre de l'éducation nationale en matière de stéréotypie de genre, notamment. Vous le savez, on peut s'empailler des heures et des heures sur la question des stéréotypes. Si vous vous embêtez un jour à table, allez-y. Ouvrez le débat, amusez-vous. Hein, vous allez rapidement entendre cette phrase magique. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais moi, je me souviens que, quand même, là, tu vois, c'est la preuve qu'il y a bien quelque chose. Parce que les autres ne le font pas, mais eux le font. Voilà. Mais Isabelle vous l'a très bien expliqué tout à l'heure. Hein, la question de la stéréotypie, on a des images toutes faites dans la tête qui nous viennent de notre socialisation, etc. La question, c'est pas la question du fond de vérité de la stéréotypie. D'un point de vue scientifique, la question, c'est pas celle-là. C'est celle de la généralisation et du risque qu'on prend quand on commence à généraliser, étant donné que la règle d'or du vivant, c'est la diversité. Donc on fait presque nécessairement des erreurs quand on commence à généraliser. À un niveau plus macro, nécessité de suivre dans la durée l'évolution des indicateurs de stéréotypie comme ceux utilisés dans cette étude auprès d'échantillons représentatifs à différents niveaux du cursus scolaire pour éviter les impressionnismes. C'est-à-dire savoir où on en est. Ne viendrait pas à l'idée de combattre le chômage sans avoir à un moment donné quand même un indicateur du chômage, même s'il n'est pas parfait. C'est la même chose avec la stéréotypie. Sauf que même l'ADEP, qui travaille très bien, n'a pas généré cet indice. Eh bien, nous l'avons fait. À partir de cette année, nous générons un indicateur de stéréotypie de genre au niveau national qui, c'est une grosse affaire, hein, mine de rien derrière. Donc on commence par les élèves de seconde, on est sur la voie générale et techno, on va venir sur la voie professionnelle. Il n'y a pas une voie plus importante que l'autre. Il faut tout tenir en même temps, il faut essayer de tout faire. Donc on a contractualisé avec l'ADEP pour générer cet indicateur de façon à savoir si cet indicateur est affaibli, c'est-à-dire si on enregistre de la stéréotypie plutôt en régression ou au contraire en augmentation selon les réformes qui sont faites, par exemple, qui sont proposées, ou selon la nature des dispositifs développés dans les établissements scolaires. On peut encore passer, je l'ai dit, beaucoup de temps et d'énergie, de moyens, même y compris de moyens financiers pour imaginer des dispositifs de lutte contre la stéréotypie, mais comme on n'évalue pas et comme on n'a pas d'indicateur national, on n'est pas sûr qu'à la fin, sauf à dire que tout le monde est content d'avoir participé à l'opération, mais ça ne suffit pas. C'est Socrate devant l'armée de César. Qui va gagner? Qui va gagner? On le sait. Il faut se mettre en bras de chemise et pas pour couper une allumette. Il faut y aller vraiment sévèrement. On est en face d'un univers de béton armé avec la stéréotypie. Or, il faut la déconstruire. On ne va pas continuer au XXIe siècle avec ces idées qui nous viennent de si loin, dont on pourrait faire un peu l'histoire. Il faut passer la seconde, c'était mon message. Je vous ai montré des données, on va continuer à les recueillir. Et on est de tout cœur avec vous pour la déconstruction. Merci beaucoup. Voilà, s'il y a quelques questions, on n'est pas en avance. C'est bon. Oui. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question.
Les graphiques que vous nous avez montrés, vous nous expliquez qu'effectivement, au moment où ils doivent faire leur choix en terminale, on se rend compte que les stéréotypes sont très forts. Mais en réalité, je parle pour le lycée professionnel, les élèves s'engagent, choisissent en fin de troisième une orientation, et au bout de 3 ans, ils ont travaillé 3 ans dans leur spécialité, et souvent, ils continuent plus ou moins dans la même filière. Est-ce que pour justement casser ces stéréotypes, il ne faudrait pas commencer bien avant? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au moment où les élèves, fin de collège, doivent s'orienter, puissent le faire en ayant déjà fait un travail justement sur ces stéréotypes. Je ne dis pas que c'est trop tard au lycée, hein, c'est jamais trop tard, mais ce que je veux dire, c'est que au moment où ils choisissent, si j'ai une jeune fille qui choisit l'esthétique, elle va s'engager en esthétique en lycée professionnel, et au moment où elle voudra poursuivre ses études, elle risque de rester, même si on fait un travail avec elle sur les stéréotypes dans cette même filière. Oui, vous avez absolument raison. Vous avez identifié vraiment un point essentiel. Il faut le faire tôt. Mais rappelez-vous, la dernière fois que l'État s'est attaqué d'une manière un peu corsée à cette question, 1,5 million de personnes dans la rue, parce que sur la stéréotypie, les gens la stéréotypie du genre sont en confusion entre l'idée de lutter contre la stéréotypie et de gommer les différences biologiques entre les deux sexes. Pour beaucoup de gens, lutter contre la stéréotypie de genre, c'est vouloir gommer les différences biologiques entre les deux sexes, ce qui est une connerie absolue, évidemment. Il ne s'agit pas de gommer les différences biologiques entre les sexes, qui sont déjà chromosomiques au départ, mais surtout hormonales, à l'étage cérébral, il n'y a pas grand-chose. Mais oui, il y a des différences biologiques. Mais ce n'est pas ça le sujet, hein, on est d'accord. Et il faudrait regarder très très tôt le développement de ces affaires pour mettre en place des dispositifs efficaces très tôt. Et c'est possible. Mais souvenez-vous de l'ABCD de l'égalité, on est sur un sujet très idéologiquement saturé, comme, pour reprendre une expression de Jean-Marc, c'est vraiment quelque chose de difficile à faire. Il faut pas seulement la volonté des profs, il faut les relais jusqu'au plus haut niveau de l'État pour le faire. Est-ce qu'on est bien barré pour le faire dans les prochaines années? Je ne vous donne pas la réponse, mais vous l'avez. Oui. D'autres questions? Oui. Oui. Tu me diras non. Bonjour. Jordan Ivanovski, Académie de Versailles, au château direct. Bien entendu, comme tous les LP à Versailles. Alors la question, je me souviens, on avait bossé pendant un long moment sur l'égalité hommes-femmes, garçons-filles dans l'éducation nationale. On peut remonter à très loin dans le temps. On a eu je ne sais combien de plans quinquennaux d'ailleurs, enfin des gros plans qui ont été posés. Tout à fait. Et ils se remettent sans cesse à l'ordre du jour. Effectivement, le combat est énorme. Vous nous l'avez bien fait comprendre. Et merci pour ça. On est prêt à déconstruire tout ça. On a bien conscience que ça va être sur un temps long. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Peut-être qu'on ne verra pas les fruits de nos efforts tout de suite, mais au moins, on est prêt à participer. Ça remonte même, oui, à François Bayrou qui avait commencé quand il était ministre de l'Éducation, donc ça remonte loin. Maintenant, nous, on travaillait à une époque sur une étude de Mosconi, 2007, c'était sorti dans Eduscol. Je la partage pour que les collègues entendent ça, parce que, et après je viendrai à la question sur les actes à produire de notre part. L'étude de Mosconi, majoritairement un enseignant, qu'il soit homme ou femme, va prendre une élève fille. Sarah, tu peux nous dire ce qu'on a vu la semaine dernière pour se remémorer ce qu'on a vu au cours précédent. Et majoritairement, on va prendre un garçon face à une situation imprévisible. Kevin, est-ce que tu peux répondre à cette situation-là, s'il te plaît, tout de suite? Et Mosconi nous disait que le fait d'avoir conscience de cette action annihilait en grande partie ses effets. Donc ma question est double. Existe-t-il des recherches qui nous montrent qu'on peut annihiler les effets de la stéréotypie, premièrement? Et deuxièmement, vous nous avez tout à l'heure dit, je vais citer votre phrase, sans mes lunettes, plusieurs stratégies existent pour réduire ces effets. Alors là, vous nous avez mis l'eau à la bouche et on aimerait bien les connaître. Merci. Alors évidemment, il nous faudrait
toute une journée en fait pour partager avec vous les résultats de la recherche sur les stratégies, leurs conditions d'efficacité, mais je vais essayer de vous donner quelques éléments. Alors d'abord, première chose, avec l'étude que vous venez de partager, il y a un point important, un message important qu'elle véhicule, c'est comprendre comment tout cela fonctionne. Et en effet, quand on parle de formation, parce que oui, il y a eu énormément de plans égalité, mais moi, ce qui m'interpelle dans ces plans égalité, c'est leur absence d'homogénéisation, de standardisation et d'adossement aux résultats de la recherche. Et finalement, chaque académie, voire même chaque établissement, y va de sa propre action en nommant généralement des personnes référents, égalité, voilà. Tu veux y aller, toi, parce que bon, alors c'est pas payé, c'est en plus, mais toi, tu es engagé, tu es socialement engagé, on a trouvé le mot, tu es engagé, ou tu es militante, ou tu es féministe, voilà, donc tu peux y aller, voilà. Sauf que c'est pas parce qu'on est féministe, c'est pas parce qu'on est militant et c'est pas parce qu'on est socialement engagé qu'on est compétent sur le sujet. Donc déjà, ça serait bien qu'il y ait des formations standardisées, homogènes. Et quand on parle de standardisation, c'est pas du tout nivelé vers le bas, c'est au contraire nivelé vers le haut pour prendre appui sur ce que nous dit la recherche et les conditions d'efficacité des stratégies. Quels sont les gestes pédagogiques à proscrire? Effectivement, vous venez d'en donner un, il y en a plein d'autres. Donc, tant qu'on ne formera pas les futurs enseignants et enseignantes sur tout cela et sur comment fonctionnent cognitivement ces stéréotypes, on ne va pas arriver à leur donner envie d'être motivés pour modifier leurs pratiques. Parce que quand on ne comprend pas comment quelque chose fonctionne, on ne peut pas le corriger correctement. Donc déjà, il y a quelques éléments d'information qu'on vous a donnés. C'est évidemment beaucoup plus dense, mais aussi beaucoup plus complexe et qui mérite des formations qui durent entre 2 et 3 jours, en fait, pour vraiment former profondément les personnes. Après, dans des stratégies, alors il y en a plein. Il y a des stratégies par rapport aux enseignants, mais il y a aussi des stratégies par rapport aux élèves. Il y a plusieurs choses qui fonctionnent parce que madame qui est intervenue tout à l'heure, effectivement, c'est jamais trop tard. Mais plus on commence tôt, mieux c'est, mais c'est jamais trop tard. Par exemple, à l'université, et ça marche pareil au niveau du lycée, on sait que expliquer ces phénomènes de menace du stéréotype aux élèves, leur expliquer comment ça fonctionne, et en expliquant comment ça fonctionne, on fait d'une pierre deux coups parce qu'on parle à la fois des stéréotypes de genre, mais aussi des stéréotypes liés à l'origine sociale. Je crois qu'il y a eu quand même des résultats fondamentaux qui vous ont été présentés tout à l'heure, à quel point le statut socio-économique pèse sur le développement des élèves en termes de compétences psychosociales, mais aussi académiques. Donc il y a aussi de la stéréotypie derrière, la stéréotypie liée à l'origine sociale, à l'origine culturelle, je crois qu'on en a des exemples là aussi tous les jours. Donc expliquer en fait aux élèves comment marchent ces stéréotypes, pour éviter aussi de mauvaises attributions. Une mauvaise attribution, c'est on a produit une mauvaise performance à un test, qui donc évalue une compétence qui est la cible d'un stéréotype en raison de mon appartenance groupale. Derrière, c'est quoi l'attribution? Je suis mauvais ou je suis mauvaise. À partir du moment où les élèves sont dans ce type d'attribution-là, donc ils internalisent un mauvais résultat par une incompétence, c'est terminé en fait. Les élèves se désengagent, vont surtout pas aller s'orienter là-dedans, même s'ils aimaient ça au départ. Et en une journée, avec un mauvais résultat, on peut fabriquer un mauvais élève. D'accord ? Donc éviter une attribution causale erronée comme celle-ci, eh bien, ça se travaille en mettant aussi dans la classe une atmosphère, un climat de classe qui va permettre de véhiculer l'idée, qui pour le coup est vraie, que l'intelligence, elle n'est pas fixe, elle n'est pas innée, mais elle est malléable, elle se développe sous l'effet des apprentissages. Il n'y a bien qu'une seule chose qui est innée, c'est notre plasticité neuronale, c'est-à-dire c'est la capacité de notre matière cérébrale à se développer sous l'effet des apprentissages. Ça, c'est inné, nous l'avons tous et toutes. En revanche, l'intelligence, quelle que soit la définition que l'on mette derrière, elle se développe et elle attend l'enrichissement, elle attend les stimuli. Après, effectivement, il faut aussi du travail, mais il faut les bonnes conditions pour travailler, il faut avoir l'envie de travailler. On n'a pas envie de travailler quand on pense qu'on est nul parce qu'on appartient à tel ou tel groupe. Donc, il y a tous ces apprentissages-là qui servent à la fois pour les élèves eux-mêmes, mais aussi pour les enseignants. Il y a plein d'études qui sortent en ce moment, avec notamment tous les plans égalité femmes-hommes, il y a énormément d'études qui testent l'efficacité de tous les dispositifs et des études qui nous montrent que les élèves perçoivent bien quand leurs enseignants véhiculent de manière implicite ou explicite une idéologie innéiste et fixiste de l'intelligence. Eh bien, lorsque les élèves le perçoivent, eh bien, ils réussissent moins bien. Ils ont un doute quant à la justesse de l'évaluation qui est faite de leurs compétences et cela démobilise surtout les filles dans les sciences et technologies. Voilà. Donc, on a tous ces gestes pédagogiques à faire. Et un dernier exemple,
Pourquoi ? Parce que c'est une stratégie qui est souvent utilisée dans les établissements scolaires, la mise en avant des modèles féminins de réussite en sciences. Ah ! Et alors souvent, il y a un nom qui revient, Marie Curie. Je pense que Marie Curie, c'est le pire modèle, en fait. Pardon, mais toutes les femmes en pleine réussite en sciences ne sont pas de bons modèles. Marie Curie, c'est un mauvais modèle. Alors d'abord, elle a un énorme inconvénient, Marie Curie. Elle est morte. Pardon, mais elle est morte. Et puis surtout, je vous mets au défi de trouver une image d'elle en couleur avec une mode vestimentaire qui donne envie à des collégiennes et des lycéennes de s'identifier. Et là, oui, on revient sur quelque chose de contemporain. Un bon modèle, c'est quoi ? Un bon modèle, c'est un modèle qui donne envie. Qui donne envie de quoi ? De s'identifier, d'être comme cette personne. Donc aujourd'hui, on connaît les conditions d'efficacité d'un bon modèle. Déjà, il ne faut pas un écart d'âge trop important entre les cibles et le modèle qu'on met en avant. Ce n'est pas des personnes de 40 ans, de 50 ans ou plus qu'il faut envoyer au collège ou au lycée, ou même tout simplement donner en photo et en exemple. Ce sont des doctorantes, ce sont des jeunes chercheuses, bref, des jeunes par rapport aux cibles que l'on veut essayer de motiver. Et puis aussi, attention, les jeunes ne sont pas nécessairement des bons modèles. La Fondation L'Oréal en a fait les frais, qui récompense chaque année, on a eu les prix là, une quinzaine de docs, de post-docs, d'ingénieurs de recherche en France pour leur qualité de travaux scientifiques. Et ensuite, elle demande à ses lauréates d'aller dans les établissements scolaires pour servir de modèle féminin de réussite en sciences. Et bien, sauf qu'ils se sont rendus compte que certaines lauréates véhiculaient justement un discours qui était contre-productif en disant « Non, mais moi, de toute façon, j'ai toujours réussi en maths, c'est jamais eu besoin de travailler, c'était comme ça, là, une espèce de don. Donc moi, j'ai jamais eu de problème, les filles, allez-y. » Non, les filles, elles n'iront pas. Le don, non, il y en a qui rament, qui ont envie d'y aller, mais donc j'ai pas le don, donc c'est pas pour moi. Donc ça ne s'improvise pas en fait, ça se travaille. Donc un bon modèle, c'est un modèle qui véhicule justement l'idée que les compétences dans tel ou tel domaine se développent avec le travail, avec les efforts. Ce n'est pas quelque chose qui est inné, qui est lié à sa naissance ou à ses parents en termes de biologie transmise. Non, ce n'est pas la biologie qui est transmise dans ce cas-là. C'est une manière d'apprendre, c'est le goût pour apprendre, c'est une manière de réviser qui peut être différente des autres et surtout plus efficace. Ce n'est pas pareil. Une dernière question ou une autre question. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et d'avoir parcouru tous ces kilomètres. Nous, on aimerait en savoir un peu plus sur ces lycéens, 30% ou 20%, qui sont avec absence de stéréotypie. Et quelles hypothèses vous formulez sur ce pourquoi et leur parcours peut-être à eux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Eh bien, on vient juste de le découvrir. Donc merci pour la question, et si vous avez des idées, nous sommes preneurs évidemment. Profane Transfert permet aussi cette co-construction. Non, mais vraiment, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut faire, mais ce serait long de les développer ici, mais en tout cas on n'a pas encore mis en place ces opérations de recherche qui nous permettraient de dire c'est essentiellement tel facteur ou tel autre. Voilà, c'est ça la recherche. Parfois on découvre des choses qui posent de nouvelles questions. Et là, simplement, on en est au fait que ces 30%, groupe un peu plus élevé qu'on ne l'attendait, détient une partie, chez eux, leurs caractéristiques, une partie de ces facteurs qui peuvent nous aider aussi à nourrir les dispositifs de formation à mettre en place. Mais pour l'instant, je serai prudent. Une des compétences du chercheur, c'est que quand il ne sait pas, il ne sait pas. Et je ne sais pas. Merci. Merci. Juste une petite précision, ou une petite question. Est-ce que le poids des familles dans la stéréotypie a été étudié en fait ? Parce que souvent l'orientation se construit avec les familles. Et du coup, est-ce qu'on sait un peu la part de la... Voilà. Je n'ai pas voulu développer parce qu'on n'a pas le temps, mais dès les années 60 et 70, ces choses-là ont été regardées. Et effectivement, il y a dans ce qui se passe, dans les interactions au sein de la famille, des choses qui sont explicatives dans une certaine mesure, mais pas autant qu'on ne le pensait. Voilà. Il y a, pour une part de la causalité, on va dire, est là, une part. Et
peut-être plus petite qu'on ne le pensait. Oui, j'ai juste une petite question. Monsieur Claudel, Académie de Créteil, quel type d'outils de remédiation cognitive on pourrait mettre en place de façon simple pour éviter que des élèves se conforment à l'idée qu'on pense d'eux au niveau de la stéréotypie? On a des outils qui pourraient permettre, s'ils étaient diffusés, de commencer à travailler. On communiquera là-dessus. Mais là, vraiment, si je commence à rentrer là-dedans, on va complètement massacrer la conférence suivante. Mais bon, la réponse est oui, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place. Heureusement.